Et bien, les téléspectateurs, merci de rester toujours fidèles à ce programme de tous les week-ends au cœur du sport. Nous sommes là, bien au rendez-vous, pour vous tenir compagnie pendant plus ou moins une heure d'actualité, de débat justement sur des sujets d'actualité, des sujets qui nous préoccupent actuellement. Le sujet qui préoccupe toute la nation, concerne la Fédération congolaise de football association. Vous le savez, la FIFA et la CAF s'est prononcée justement pour réunir les membres du comité exécutif de la FECOFA pour la revisiter les textes, parler de réforme justement. Eh bien, ils se sont retrouvés sur place et le comité est maintenu jusqu'au juin-juillet pour justement arriver à mettre en place toutes ces réformes. Nous allons justement parler de cela entre la FIFA et la CAF, comment la RDC à travers la FECOFA peut tirer son épingle du jeu. On évoluera aussi pour parler des interclubs de la CAF. Vous le savez, Mazembe et Maniema Union également jouent ce week-end pour le compte des interclubs de la CAF. On va justement évoluer avec deux invités sur ce plateau. Nous avons Eddie Kankou à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Alec Boutella, bonjour aux téléspectateurs des Télé 50. Une invitation est une responsabilité. Nous espérons à la hauteur encore ce matin. Et nous avons Miguel Matinungina, bonjour et bienvenue. Bonjour chers téléspectateurs de Télé 50. C'est un plaisir de retrouver le plateau. Bonjour à Eddie Kankou. C'est un réel plaisir de vous avoir tous les deux ici sur ce plateau. Vous le savez, et Kinshasa, il pleut, et certainement beaucoup de gens ne sont pas sortis. C'est une occasion pour nous d'avoir encore beaucoup plus de téléspectateurs pour parler justement de ce dossier. On parle aujourd'hui de la FIFA. Avec Infantino, on se dit, est-ce une ingérence? Est-ce que c'était le moment? Est-ce que... Autant de questions autour de cette communication de la Fédération internationale de football via la Confédération africaine de football. Aujourd'hui, on se dit... Est-ce que la démarche pourra aboutir à quelque chose de positif en République démocratique du Congo? Merci Madame Arlette. Dans votre introduction, vous avez fait allusion à quelque chose de nécessaire. Vous avez dit qu'il suffit que la RDC tire son épingle du jeu. Parce qu'on est dans un jeu, il faut que chaque partie tire sa couverture, notamment la CAF, la FIFA, parce que nous ne sommes pas dans une action, caritative. Et la FIFA et la CAF et la RDC, chacun va tirer sa couverture. Maintenant, l'homme le plus fort va tirer plus que les autres. Ouais. Donc quand vous dormez sur un même lit, l'homme qui a plus de biceps va tirer plus les lits que les autres. Il faudrait être vigilant de part et d'autre. Je crois que la CAF ne vient pas faire cadeau à la RDC. Mais seulement, l'élément salvateur, c'est cette implication de la FIFA qui arrive à point nommé parce que le texte de la RDC n'était plus en odeur de sainteté avec le texte du monde. De la manière dont le football évoluait, c'est depuis 2003 que le texte de la RDC a vu le jour à Mandaka, Sunkwimlai, que je salue, le seul qui maîtrise au moins le rouage du football en RDC, peu à son âme, Laurent Kwimlai, qui était le vice-président en charge des questions techniques à la fédération, qui maîtrisait la question technique après sa mort. Je ne vois plus les interviews concernant la question technique au sein de la fédération. Donc, depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, faites des petits calculs, vous allez comprendre combien d'années cette loi était devenue obsolète. Les ligues n'avaient plus de documents. En commençant par les statuts, en passant par les RGS et les CEDEF, il n'y avait plus rien. Et c'était nécessaire qu'on puisse revoir le document qui conduit le football en RDC. Et les ligues et le championnat, en fait, les trois documents, c'est le boussole de notre football. Malheureusement, Constant Marie, pendant ses 18 ans, n'a pas voulu cette révision. À la fin, dans la précipitation, sentant les dangers, Constant Marie voulait commencer avec les réformes. Bon, ses prédécesseurs n'ont pas voulu, ils ont bloqué la machine. Donc, la CAF est arrivée pour nous aider à faire toutes ces réformes. Mais seulement ces réformes, selon la CAF et la FIFA, doivent être conformes aux réalités des statuts de la CAF parce que les reproches de la CAF, c'était sur le plan de la gestion financière, sur le plan de marketing et sur le plan des textes. Et moi, je prends plus sur le plan des textes parce que sur le plan de marketing, il y a des intelligences sur place qui peuvent intégrer les comités ou encore en commission pour booster la question de marketing qui est une question importante pour le développement du football parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer à jouer seulement avec les moyens de l'État congolais. On ne doit pas continuer à jouer seulement quand l'État ne donne rien, tout est bloqué. Et pour faire un voyage, la prime de joueur arrive un jour avant match dans d'autres cieux. Toutes ces choses ont évolué et ça dépend du management au sein de la fédération. Je crois que la question, elle est salvatrice. Mais
la crainte, ou encore là où nous devons mettre beaucoup de gants, c'est sur le plan des textes. Et sur on en viendra justement sur... oui, je ne pénétrerai pas, mais je suis en train de tirer la sonnette d'alarme. Parce que les indicateurs au niveau de la fédération sont au rouge. Il n'y a aucune structure qui fonctionne. Il y a des structures de cœur de la fédération concernant les dossiers des transferts, la gestion des transferts entre clubs. Au niveau des ententes, c'est tellement très compliqué que les personnes qui vont aller pour négocier au nom de la RDC, qui vont faire partie de cette commission de normalisation des textes en RDC, doivent être des vertébrés, des personnes qui maîtrisent réellement les textes de la République démocratique du Congo et la question du football de la RDC pour justement nous proposer des textes qui vont être conformes aux réalités. Sinon, nous risquerons d'avoir des textes, oui, nous saluons l'arrivée de la FIFA, nous risquerons d'avoir des textes de face, mais qui ne répondent pas vraiment aux questions de la chose du football congolais. Miguel Matinunguinen, est-ce que c'était prévisible et c'est une suite logique des choses? On s'y attendait, ces réformes venir de la FIFA et de la CAF? Inévitable, de la part de la FIFA. Je ne parlerai pas de la CAF parce que la CAF est contrainte. Parce que la CAF, pendant plusieurs années, a été le parapluie de ce qui se fait dans les fédérations. Donc je ne pense pas que cette initiative vienne proprement de la CAF parce que la CAF y est aussi pour beaucoup. Avoir fait le parapluie pour certaines fédérations. Et j'ai déjà eu à entendre, pas de notre fédération, mais d'ailleurs, j'ai déjà eu à entendre que ici la FIFA ne vient pas. Donc c'était inévitable parce qu'on ne pouvait pas continuer dans ces conditions. Le football congolais ne se développe pas, ni en infrastructure, ni en termes de transfert, comme Eddy l'a dit, en termes d'enregistrement. Donc on sent qu'il y a des lacunes en permanence. Et on l'a bien vu, j'ai suivi le discours de Samuel Eto'o et vous sentez cette souffrance. Vous sentez, Samuel Eto'o a dit que 25 ans après, quand il revient, les bâtiments sont les mêmes. Et je pense qu'on est dans le même cas aussi. Ce problème, pourquoi je dis que la CAF y est pour beaucoup? Parce qu'elle a fait le parapluie et ce parapluie-là a empêché le développement du football continental. Et il dit que 25 ans après, il revient et il est dans les mêmes bâtiments. Et il dit aussi dans son allocution que le football est un business. Le football est un business. Et il a invité des opérateurs économiques, tous les gens capables d'emmener de l'argent dans le football. Mais est-ce que dans un football business, on peut le faire avec des ASBL? Notre fédération est encore une ASBL. Nos clubs sont encore des ASBL. Donc ça prouve qu'aujourd'hui, le football business n'a pas sa place dans notre football. Alors, ces réformes, Eddy Kankou l'a dit tantôt, il faudrait que ça réponde justement aux réalités de nos clubs, aux réalités de notre pays. Aujourd'hui, vous l'avez dit, avec ces ASBL, comment arriver à faire des réformes qui impacteraient positivement pour le club? Parce qu'on le sait également, lorsqu'il y a des réformes, la FECOFA a tenté, entre autres, en ce qui concerne les licences des entraîneurs, ou encore des documents à régulariser, les sièges et autres, tout ça, pour que les clubs puissent être viables, mais ça n'a pas tenu, il n'y a pas eu de suivi aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, face à notre réalité, on a besoin de l'expertise extérieure. On ne peut pas, nous, sur base d'être Congolais, se dire que nous maîtrisons le rouage des réalités congolaises aujourd'hui sans faire appel à l'expertise étrangère. On n'y arrive pas parce que personnellement, nous n'avons pas la technique, comme Eddy l'a dit, nous n'avons pas la technique, nous n'avons pas la logistique pour pouvoir atteindre justement ce développement-là. On est obligé aujourd'hui de faire appel à l'expertise extérieure, de toute façon. L'expertise extérieure? Bon, une expertise extérieure en quelle matière? Non, je pense que la RDC a des intelligences en football, mais ces intelligences étaient écartées par rapport à une loi qui était vétuste. Mais la réalité nous rattrape. Oui, mais la réalité nous rattrape par rapport à une volonté manifeste, orchestrée, mise en place par une personne qui s'appelait Constant Omani, qui ne voulait pas que les autres arrivent. Ça, ce n'est pas la faute de la FIFA qui voudrait voir son football se développer. Je vous rassure que le Congo a des intelligences en football, tout comme dans plusieurs domaines. Je prends le cas, je ne fais pas sa publicité, Monsieur Richard Bob Makandalele, c'est un Congolais qui a réuni avec son camp, avec le Real Madrid, plus de 1000 jeunes au centre Kourara Pova. Mais un centre qui appartient à la FECOFA. La FECOFA
ne pouvait pas ouvrir le centre pour recevoir plus de 1000 jeunes. Mais par rapport à une initiative privée, on a eu à recevoir des jeunes, ils ont travaillé avec le Real de Madrid. Donc je crois qu'une intelligence comme de Richard Bob Makandalele peut être appelée à la fédération pour aider les choses. Donc je ne suis pas d'accord quand tu estimes que le Congolais n'est pas intelligent. Il faut une expertise extérieure pour nous aider, malheureusement. Real de Madrid est une expertise extérieure. Non, mais Real Madrid est appelé par une intelligence congolaise. Quand je parle de l'expertise congolaise extérieure, ça ne veut pas dire que l'expertise extérieure vienne piétiner l'intelligence congolaise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le monde, nous sommes dans un monde, nous ne sommes pas un monde. Nous devons savoir vivre avec le monde et faire des partenariats. Quand je parle d'expertise étrangère, c'est pour pallier les lacunes que nous avons au niveau interne. Je ne dis pas que l'expertise étrangère doit venir piétiner l'intelligence congolaise. Non, je ne l'ai pas dit. Nous devons d'abord, avant de s'expatrier, je pense que la grande des questions, nous devons mettre l'ordre dans la boutique. Parce que c'est là que je voulais dire en fait. Sommes-nous capables nous-mêmes de mettre de l'ordre dans la boutique? Est-ce qu'il y a aujourd'hui, avec les réformes qui s'annoncent, de faire les choses en amont? C'est-à-dire arriver à travailler en symbiose entre la fédération, avec les membres qui ont encore jusqu'au juin, et par exemple le ministère de Sport et les autres structures pour arriver déjà en interne à savoir de quoi nous avons besoin, de manière à ce que lorsqu'il faudra faire ces réformes avec la FIFA, qu'on ait déjà un soubassement où le pays a des objectifs à atteindre. Nous savons par exemple que nous avons besoin de ceci. Là où je ne suis pas d'accord avec Eddy. Et associer cela à la vision de la FIFA. Et Eddy est conscient que le Congolais ne sait pas vivre ensemble. Et c'est un travail qui date depuis plusieurs années. Aujourd'hui, Eddy se sent lésé quand on parle du monde extérieur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'Afrique fait sans le monde extérieur? Et même dans le sport, aujourd'hui, ça devient inévitable pour nous. C'est triste, parce que tu dis qu'il y a des intelligences. Mais si on prend sur 20 ans, ces intelligences aujourd'hui, quand on vient, on veut pratiquer le sport, il n'y a pas d'infrastructure. Arlette vient de parler de la symbiose entre le ministère, mais il n'y a jamais eu de symbiose. Il n'y a jamais eu d'unité. Il y a toujours eu que des conflits. Comment tu veux faire des réformes, qu'elles soient effectives, qu'elles avancent, qu'il y ait eu un développement dans un tel climat? Et vous pensez que ce que les Congolais n'ont pas eu à mettre ensemble, un étranger viendra le mettre ensemble? Je n'ai pas dit cela. J'ai bien parlé de partenariat. Je n'ai pas parlé d'imposition. J'ai parlé de partenariat. En fait, la réalité de la RDC, pendant 18 ans, le football a connu des problèmes graves. Nous devons d'abord nous mettre ensemble sur le plan local, mettre de l'ordre dans la boutique Asbel, avant de devenir entreprise. Parce que quand vous devenez entreprise, vous devenez redevable envers l'État. Vous allez au guichet unique, vous prenez les documents, vous payez maintenant la taxe. Or, notre fédération, c'est sous tutelle du ministère des Sports. L'organe qui dirige le football techniquement, et le ministère des Sports, c'est le patron. Et les deux sont obligés de vivre ensemble. Ils n'ont jamais été d'accord. Ils vivent ensemble, mais n'ont jamais été d'accord. De ce qui s'est passé il y a 20 ans, projetons l'avenir. Il y a une commission de la FIFA qui arrive pour travailler avec une commission de Congolais pour mettre en ordre les textes en RDC. Pour cela, il faut attendre que les élections. C'est à cela que nous devons maintenant nous mettre pour dire qu'est-ce que nous voulons pour le football de l'RDC de demain. Parce que l'extérieur que toi tu évoques, cet extérieur doit être conforme avec nos réalités. On ne peut pas parler de l'extérieur si on ne fait pas les choses avec ce qui se passe au pays. Mais si l'intérieur n'est pas conforme avec l'extérieur qui est le patron du football mondial. Les textes, les réformes que nous faisons, nous devons maintenant mettre dans ces réformes les obligations qui obligent les Congolais à travailler ensemble. Pas des textes faits faire. Ça viendrait cette imposition. Je me dis par exemple qui doivent être en accord avec les textes de la FIFA. Exact. Miguel. En tenant compte de nos réalités. On ne peut pas être en accord avec la FIFA et oublier nos réalités. Eddy Kankou, si on devrait se baser sur les textes, déjà au niveau du ministère de Sport, on se dit on devrait se baser sur la loi sportive. C'est un des textes qui pourrait aussi aider de manière à ce que lorsqu'il y a les réformes qui viennent, il ne faudrait pas que ce soit « Oh, les réformes ne sont pas conformes » ou encore la loi sportive n'est pas conforme au texte de la CAF, au texte de la FIFA et consorts. Il faudrait que le tout puisse faire une seule
une seule chose. Et ces réformes, justement, pour qu'on y en arrive, on a déjà senti. Si on parle en Côte d'Ivoire, on voit Didier Drogba qui veut devenir président de la FIFA. Il hausse le ton. On voit au Cameroun, on sent déjà que Eto'o qui veut devenir président. Ici, déjà, les rumeurs parlaient entre autres de Nonda Chabani, où on le voyait de temps en temps venir et tout ça. On se dit, Ilunga Erita, il y a des noms comme ça qui circulent. On se dit, est-ce qu'aujourd'hui, on devrait tabler sur cette vision avec les internationaux, les professionnels qui ont évolué à l'extérieur pour venir diriger les sports en Afrique, peut-être apporter une touche nouvelle? Je pense que Ilunga Erita, Chabani Nonda, Didier Drogba et les autres. Mais avant de parler de la RDC, la position de Samuel Eto'o. Eto'o est avec Infantino partout où il va. Oui. Infantino égale Eto'o. Et Eto'o négocie même des choses au nom de Infantino. Et Eto'o est maintenant et souvent ici en République démocratique du Congo. Au nom de qui? Aujourd'hui, on fustige, je suis d'accord avec Miguel quand il pense que la CAF d'hier, Amadama, Isayatou, protéger ce qui s'est passé au niveau des fédérations africaines. Mais c'est ce que Infantino et Motsepe veulent aussi installer. Je l'ai dit dans mon introduction, que ce que la CAF et la FIFA font, ce n'est pas de l'apostolat. Ils cherchent aussi comment avoir un deuxième mandat, notamment Motsepe et à la FIFA. Et on doit se le dire, la présence d'Eto'o et de Didier Drogba, ce n'est pas aussi gratuit. Cette présence, ils veulent assurer aussi la présence de leur père. Mais seulement, nous devons collaborer. Mais dans cette collaboration qui est, chaque partie gagne. Gagnant. Je ne n'aimerais pas que Eto'o arrive en Afrique, Chabani Nonda, Ilunga Erita et les autres, que ce soit pour l'intérêt de la CAF, comme ce fut le cas avec Constant Omari, qui protégeait l'intérêt de Hamad Hamad, d'Issa Yatou, au détriment de notre football. Parce qu'il n'y avait pas d'ascenseur. Constant Omari était plus dans les voyages, oubliant nos réalités. C'est pourquoi nous voulons que même s'il y a la même mise de la Fédération internationale ou encore de la CAF, parce que ce qui est normal, on ne peut pas échapper, mais que le football congolais se retrouve aussi. Vous parlez de joueurs professionnels évoluant à l'étranger. Je ne peux pas bloquer la route à un Congolais qui s'estime capable de diriger le football. Mais je regarde les réalités. Nous ne voulons plus, au poste du président de la fédération, amener quelqu'un qui viendra apprendre et le football et les réalités du Congo. Nous devons avoir un candidat président de la fédération. Là, je parle du poste du président. Le poste du président. Parce que dans la discussion, et les envoyés de la FIFA et CAF seront à Kinshasa. Donc, ça sera en discussion où toutes les parties vont mettre sur la table leurs desiderata et qui seront orientés par les experts de la FIFA conformément aux réalités de la FIFA et en tenant compte aussi des non-réalités. Parce que les réalités FIFA sont adaptées à nos réalités. On ne peut pas gober parce que c'est la FIFA qui envoie et ces réalités ne sont pas conformes aux nôtres. Non, je crois que nous devons... Alors, on va suivre ici en image les projets d'Infantino. Parce qu'Infantino, justement, est venu à la tête de la FIFA avec des projets qui se réalisent petit à petit. On l'a vu ici, je crois, en janvier, en RDC, justement, où il a fait le tour de l'Afrique. Il est passé dans différents pays pour discuter avec les présidents de différents pays sur sa vision du football en Afrique, sur les projets qu'il voudrait lancer, justement. Il a pris plus langue avec les présidents de la République parce que, tenant compte justement des réalités africaines, on doit tabler avec les gouvernements pour que certains projets puissent arriver à se réaliser. On va ici avoir les projets d'Infantino et puis on se retrouve juste après. Alors on est ici à Kinshasa ce soir parce qu'il faut planifier le football de demain. Bien sûr, ça passe par le siège, mais ça passe aussi par le centre technique. Le président Constant Omari l'a dit, j'en ai parlé aussi avec le président de la République. Les terres, les terrains sont libérés, on va pouvoir y mettre et faire évoluer des projets. Mais c'est important que ce pays qui était le premier pays de cette partie de l'Afrique à participer à une Coupe du Monde, ne l'oublions pas. En ce qui concerne la Coupe du Monde, Constant l'a mentionné aussi, on a doublé les équipes africaines qui puissent participer à la Coupe du Monde parce que le continent le mérite. Un continent qui donne beaucoup au monde entier. Il mérite à ce qu'il n'y ait pas seulement 5 équipes qui participent, mais 9 ou 10
On doit donner de l'espoir à nos jeunes. De l'espoir à nos jeunes ici en Afrique, qui puissent devenir journalistes sportifs, qui puissent devenir commentateurs, qui puissent devenir footballeurs, qui puissent travailler dans le football, et pas qu'ils aillent chercher l'Eldorado ailleurs et trouver peut-être la mort dans la Méditerranée. On doit investir ici. On parlait de ça avec le président Félix Tshisekedi, qui est aussi président de l'Union africaine. On parlait de ça avec tous les dirigeants de la Confédération africaine de football. On doit investir en Afrique pour que le peuple africain soit fier de ce qu'on peut faire tous ensemble. C'est dans le but de projeter le football africain au sommet du monde que le président de la Fédération internationale de football association, Gianni Infantino, a proposé 3 points cruciaux, à savoir l'arbitrage, les infrastructures et le développement des compétitions. En ce qui concerne les infrastructures, la FIFA et la CAF réuniront un panel de partenaires et un fonds minimum de 1 milliard de dollars pour réaliser des investissements infrastructurels solides et durables en Afrique, à partir desquels la FIFA veillera à ce que ces financements soient gérés via des procédures comptables transparentes. Gianni Infantino précise que dans les pays où il y a au moins un très bon stade, les investissements peuvent se faire dans d'autres infrastructures. En ce qui concerne le développement des compétitions, la FIFA réfléchit à des nouvelles initiatives, notamment la création d'une Ligue mondiale des nations pour le football féminin, des compétitions mondiales de jeunes plus fréquentes, davantage des catégories de compétitions de jeunes, mais aussi une nouvelle périodicité pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se disputera tous les 4 ans et la création d'une nouvelle compétition de clubs panafricaine. En ce qui concerne l'arbitrage, le président de la FIFA a fait savoir que les arbitres doivent être hors de tout doute et pour cela, ils doivent être protégés en leur confiant des contrats professionnels permanents. Signalons qu'une commission ad hoc est déjà mise sur pied pour réfléchir sur les propositions de la Fédération internationale de football association. Qu'est-ce qui s'est dit réellement au cours de cette réunion au niveau de la CAF? Peut-être qu'on ne le saura jamais, mais les conséquences sont là, notamment les finances qui ont été retirées à la Fédération congolaise de football association, la gestion des finances. Et avec quelles conséquences réelles en République démocratique du Congo? On se dit aujourd'hui on va disputer les compétitions. D'ailleurs on est en course pour la qualification au mondial. On se dit avec tout ce qui se passe, comment est-ce que ça va impacter sur la vie du football en RDC pendant tout ce temps? Un électrochoc. Je pense que c'est ce que la FIFA veut pour les fédérations africaines, un électrochoc. Aujourd'hui, on voit Infantino comme le bourreau de l'Afrique, quelqu'un qui veut venir imposer ou venir faire son beurre, ou en tout cas prendre les voies qu'il a besoin pour se maintenir à la tête de la FIFA. Mais on oublie réellement que le football, le continent en termes de football ou d'infrastructure est un vrai désert. Et aujourd'hui, la FIFA, la même FIFA donne énormément de millions à nos fédérations. Et pour se rendre compte que l'Afrique est encore un désert, aujourd'hui, Infantino peut aller en Amérique du Sud, peut aller en Chine, en Asie, partout aux États-Unis, il va trouver quand même des signaux de développement. Et on doit se dire qu'aujourd'hui, on est à l'agonie. Le football africain est à l'agonie. Ça veut dire qu'on ne donne même plus de signaux comment je peux dire, d'évolution. Donc ça veut dire qu'il faut réellement recréer une organisation qui permette à un développement. Je ne dis pas que je salue la venue de la FIFA dans les impôts, etc., pour imposer un système, mais je pense qu'à un moment donné, quand on trouve que par rapport aux millions donnés et par rapport à tout ce qui est comme logistique offerte par la FIFA à nos fédérations, je pense qu'on pouvait en tout cas trouver beaucoup mieux sur le continent comme signal de progression. De la même manière que Miguel, je pense que la FIFA a raison d'enquêter sur les finances. Parce qu'il y a eu des projets où la FIFA a donné beaucoup d'argent à la RDC et on doit suivre si l'argent a servi réellement. On a retiré momentanément en attendant qu'on puisse suivre s'il y a eu exécution. Je prends le cas du football féminin. Je prends le cas de l'arbitrage. Le projet FIFA Goal. Le projet FIFA Goal. Surtout notre centre Kourapova. Je pense que ce centre devait être opérationnel. Ce centre n'est pas opérationnel. Pourquoi?
Or, la FIFA a déboursé, si je ne me trompe pas, tous les moyens pour que ce centre soit à l'État. La Mauritanie a un centre moderne que la RDC manque. Vous comprenez? Comment est-ce que la Mauritanie peut avoir un centre moderne avec le projet FIFA et la RDC, avec ces mêmes moyens, la RDC n'a pas de projet? Comment est-ce que la RDC peut aller garder l'argent dans des comptes parce qu'on doit construire un immeuble pendant que la direction technique a un petit bureau? Ça ne se fait pas. Et la FIFA doit voir clair. Je prends le cas de l'arbitrage. Je l'avais dénoncé sur ce plateau. Qu'ensemble, la CAF et la FIFA envoient 500 000 $ pour les départements de l'arbitrage. Et ce département n'a jamais existé du côté de la fédération. On a nommé Coco Joël Oumba qu'on a chassé parce que Coco Joël Oumba voulait voir clair avec des sortes de l'hôtel avec Hôtel Campo. Vous comprenez? Donc je crois qu'il y a beaucoup de cadavres dans le placard de la fédération, surtout en matière de finances. Et la FIFA a raison de retirer momentanément la gestion financière, justement pour voir. Parce qu'on ne peut pas continuer si on ne sait pas évaluer ce qu'on a donné. Et les 1 million de dollars que la FIFA donne pour le développement du football féminin va où? Le football féminin représente quoi dans notre pays? Nitete Bikira et les deux autres équipes, on ne parlerait pas de football féminin en RDC. Oui, avec le football des jeunes, la FIFA finance. Mais notre football des jeunes, aujourd'hui, c'est le tournoi, passez-moi RTL et Coca-Cola, si ce n'est pas une publicité. Donc, le football des jeunes est réduit au tournoi des entreprises. Pendant que la FIFA subventionne pour toutes ces disciplines. Tant soit peu, on ne maîtrise pas les montants, mais nous savons que la FIFA sponsorise. Mais tout ça dans notre pays, c'est une lettre morte. Et la FIFA ne pouvait pas continuer. Si nous voulons bien travailler, nous devons évaluer ce qui a été donné. Qu'est-ce que vous aviez fait avec cet argent? Et on continue. Et sur ces points, je pense que... La crainte quand même, c'est que ce suivi pourrait aboutir à autre chose. Mais à des sanctions. Mais à qui appartient le football? À autre chose, parce qu'on se le dit ici, on doit aujourd'hui suivre cette question des finances. Est-ce qu'on ne va pas remonter jusqu'au président Omari qui a déjà démissionné? Bon, ça, ce sont les enquêtes. Hein. Je pense que les enquêtes de la FIFA, parce que décembre, janvier jusqu'au mois de juin, juillet, c'est pendant cette période que la FIFA va envoyer ses experts. Justement, j'ai entendu le secrétaire de la Linafoot, plutôt de la fédération, M. Belzi Tantala, dit que c'était l'accompagnement. Oui, mais on va vous accompagner pendant qu'on vous a retiré. On va, au même moment, contrôler ce qui a été fait, ce qui devait être fait, et ce qui n'a pas été fait, et puis on tire des conclusions, et on vous accompagne pour qu'à la longue, pareille situation ne se reproduise plus. Et je pense qu'on doit établir les responsabilités. On doit établir les responsabilités. Pendant 18 ans, pendant que chaque saison, la FIFA envoie des montants que je ne peux pas évoquer ici, et je pense qu'on doit voir clair dans ce qui s'est passé. On doit voir très clair. Parce que nous avons tous critiqué la gestion de Constant Omari. À son départ, il a aussi tiré à boulet rouge sur le gouvernement pour dire que si le gouvernement ne s'implique pas, le football ne va pas se développer. Par contre, il oublie qu'il a assassiné le football congolais pendant 18 ans. Tout ce que la CAF envoyé à la FIFA, on ne voyait pas. On ne voyait pas. Miguel Martin, on se dit autant de questions qui pourront être soulevées à travers cette décision de la FIFA et de la CAF, mais justement, avec nos clubs aussi, il y a des problèmes pour arriver à se normaliser. Est-ce que nous allons nous maintenir, déjà qu'au début vous avez dit il n'y a même plus pas de lueur d'espoir. Est-ce que nous allons, déjà on sait que les élections par exemple au niveau de la Ligue nationale de football, ce sera un peu plus compliqué, les élections au niveau de la FECOFA n'aura pas lieu, déjà avec cette note de la FIFA et de la CAF, on se dit comment rebondir et quels serait le profil idéal pour moderniser le football, pour faire développer le football en République démocratique du Congo? Je pense que le vrai problème, il est le parapluie de la CAF. Vous avez parlé de nos clubs qui ne se développent pas non plus, C'est le parapluie de la CAF a permis à nos fédérations de faire un peu des fois n'importe quoi. Le parapluie des fédérations pour les clubs qui ont permis aussi nos clubs. Mais ce sera pratiquement la même chose. Parce qu'aujourd'hui, Infantino vient avec ses parapluies. Oui.
qui vont justement répercuter la même chose. Parce que Infantino ne vient pas avec des parapluies. Infantino, non, il ne faut pas non plus penser qu'Infantino, comme on l'a dit ici, il vient de l'apostolat. Il vient avec un objectif. Il vient avec un bien précis. Il ne vient pas avec un parapluie. Oui, il vient avec un intérêt. Espérons que c'est ce que je dis. Je dis ceci. Aujourd'hui, c'est ce que j'explique. On est dans un monde. Et nous, le Congo, nous avons fait de notre sport un autre monde. Infantino ne vient pas. Ce que Infantino vient faire, c'est ce que les Chinois ont l'habitude de faire, c'est les partenariats. Il vient avec un objectif bien précis, avec des pions bien précis, mais pas avec un parapluie. Ça veut dire qu'il vient démontrer que durant toutes ces années, il y a eu beaucoup d'argent qui n'ont servi à rien, mais avec l'argent qu'il ramène, il y aura sûrement un partenariat entre le football africain, la CAF, les fédérations et Infantino et les États, parce qu'il l'a parlé, il l'a dit dans son interview, il a dit, et je me souviens, il a fait une tournée et il a rencontré énormément de présidents d'États africains. Pourquoi? Parce qu'il veut impliquer tout le monde. Et automatiquement, il replie son parapluie et il vient avec un projet bien défini, avec des acteurs bien précis pour pouvoir atteindre cet objectif. Parce qu'il veut voir, vous allez en Amérique du Sud ou en Europe, aujourd'hui, gagner la Ligue des Champions est très important pour tous les clubs. Gagner la Coupe d'Europe est très important pour les nations. Mais aujourd'hui, gagner la Coupe d'Afrique, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. Gagner la Ligue des Champions africaine ou la CAF, ça ne rapporte quasiment rien. Gagner un championnat congolais, ça ne rapporte quasiment rien. Et là, il y a un problème. Parce que après les banques, la plus grande circulation financière dans le monde, c'est les sports, c'est le football. Et aujourd'hui, dans notre continent, c'est tout ce qu'on ne retrouve pas. Et Infantino vient, quand vous prenez Eto'o, c'est automatiquement des finances derrière lui qui seront là. C'est automatiquement des sponsors qui viennent. Drogba, c'est pareil, c'est des images. Chose qu'on n'aura peut-être pas avec Erita Ilunga, qu'on n'aura peut-être pas avec Shabani Nonda par rapport à notre réalité, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, le profil idéal pour notre fédération, c'est un Motsepe. C'est quelqu'un financièrement très aisé, qui est amoureux du football et capable de faire des sacrifices pour le football et s'intégrer dans le programme que la FIFA a pour le continent. Je pense qu'aujourd'hui, on a parlé de la fédération et des clubs qui ne sont pas viables et fiables. Mais quand vous avez une fédération qui n'est pas viable et fiable, comment vous voulez que les clubs soient viables et fiables? Impossible. Moi, j'étais à Dar es Salaam, le match que la RDC a joué face à la Tanzanie, j'étais là, j'étais au stade. Il faut voir, j'ai vu l'ancien stade, j'ai vu l'actuel stade. Vous allez comprendre que l'État a la volonté et la fédération aussi. Aujourd'hui, en Tanzanie, les équipes sont payées par des banques. Où vous présentez votre besoin, on vire déjà à la banque, chaque joueur a un compte et c'est le sponsor qui paye. Vous comprenez? Nous, on est encore à l'étape où il faut chercher à viabiliser les services de transfert. C'est encore en papier. Donc, nous avoisinons l'époque médiévale où on doit d'abord en interne. Notre cas est très compliqué et très particulier. Vous pouvez devenir, Miguel peut devenir président en France. Où vous allez, il prend la Ligue européenne avec sa petite expérience, il peut diriger parce qu'il y a des structures qui fonctionnent. C'est pareil à la CAF et à la FIFA. Vous prenez, vous avez des administrations qui fonctionnent normalement. Et vous êtes là président. Même le président de la CAF ne peut pas influencer les services de discipline et autres. Parce que je vous dis que Motsepe est sud-africain, mais l'Afrique du Sud est éliminée. Vous comprenez? Donc il ne peut pas influencer les commissions. Parce que des structures sont assises, contrairement à la RDC, où vous n'avez aucune structure. Maintenant, celui qui arrive doit bâtir quelque chose pour laisser une structure aux générations futures. Et là, il faut être rigoureux pour un profil. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui viendra encore apprendre là où on doit mettre des structures en place. Impossible. Donc, nous ne pouvons pas comparer le cas de la RDC peut-être à la fédération marocaine. Aujourd'hui, le transfert au Maroc et à la RDC, c'est un homme vivant et un homme mort. Donc, vous connaissez où placer un homme mort et vous connaissez où placer un homme vivant. Donc, la réalité congolaise voudrait qu'on puisse avoir quelqu'un qui maîtrise les réalités des souches du football congolais, qui répond d'abord aux besoins de notre football, mettre de l'ordre dans la boutique en interne avant de s'expatrier. Nous avons un sponsor pour le championnat national. Un match qui doit se jouer à Lubumbashi, mais qui se joue à Kinshasa. À un moment, le sponsor ne pouvait plus afficher en Bandaka parce que
toutes les équipes devraient jouer à Kinshasa parce que Mbandaka n'a pas de stade. Est-ce qu'il faut d'abord commencer par le sponsoring ou il faut commencer par répondre aux besoins fondamentaux? C'est de là où je dis que le signal n'est pas là. On ne peut Même pas le signal s'expatrier d'abord. Ça, c'est mon point de vue. On ne doit pas s'expatrier. On doit d'abord chercher quelqu'un qui maîtrise les réalités de notre football. Et je plaide pour que... Si on doit prendre autant, on est en train de fustiger ce qui s'est passé à la fédération, ce qui se passe à la Fédération congolaise de football association, autant on doit également fustiger ce qui se passe au gouvernement. Parce que déjà, je prendrai le cas des stades municipaux. Aujourd'hui, si le gouvernement même n'arrive pas à finir ces stades, non, les stades municipaux appartiennent au passé. Comment ça appartient au passé? Parce qu'aujourd'hui, il y a encore privatisé. Aujourd'hui, il y a encore un privé. Le stade de Barongo, c'est encore entre les mains d'un privé. Je vais vous donner la bonne nouvelle que l'actuel ministre des Sports, Serge Condé, a réussi en Conseil des ministres du gouvernement la volonté de réhabiliter, de construire les stades. Ça reste une volonté encore. Mais exprimée en Conseil des ministres. Ça reste encore une volonté. Ça ne passe que par une volonté. Et c'est dans le budget de l'année 2023. Oui, qui entre dans le programme de développement de 145 stades. Donc, nous ne pouvons plus parler des stades municipaux, là où un ministre actuel en fonction a réussi. Nous ne pouvons pas encore, avant de parler de attendre la réalisation. Nous ne pouvons pas d'abord chercher à savoir quand est-ce que le stade des Martyrs sera fin prêt. Ça, je pense que le stade des Martyrs est en réhabilitation. Les moyens proviennent de l'État congolais. Si vous voulez avoir des informations précises sur la réhabilitation, passez au ministère des Sports. Il y a un service de communication qui va vous renseigner sur les détails, sur la réhabilitation. Le finance de la République, le ministère des Sports n'est pas prioritaire au niveau de la chaîne des dépenses. Vous devez comprendre comment les finances de la République fonctionnent. Non, je disais juste que le stade des Martyrs n'est toujours pas terminé et nous allons encore vers un autre programme. Mais la réhabilitation des stades des Martyrs poursuit son bonhomme de chemin calmement. Trop lentement, parce que nous pouvons jouer dessus. L'argent ne vient pas d'un sponsor. C'est provisoirement. L'argent, c'est le trésor public qui le sort. Oui. Et quand vous déposez les éléments au niveau du trésor public, il faut être patient. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez au niveau des finances, la lourdeur de la chaîne des dépenses, vous devez comprendre qu'il faut prendre trop de temps. Mais c'est parmi des signes de mettre de l'ordre dans la boutique. Et notamment les infrastructures font partie des préalables avant de décoller pour notre football. Parce que vous ne pouvez pas parler développement si vous n'avez pas d'infrastructure. Or, les infrastructures sont des domaines de l'État. Comment une politique à mettre en place pour privatiser ces domaines, comme ça on ne dépend plus de l'État. Mais je serais vraiment très heureux que le stade de Martyrs soit fin prêt. Mais les travaux au niveau du stade de Martyrs, quel est le problème qui bloque? Tu n'as pas d'informations ou tu as des inquiétudes? J'ai été... les inquiétudes sont que les travaux évoluent, mais la seule chose que je sais, c'est que nous avons été suspendus. D'urgence, nous avons fait ce qu'il fallait pour qu'on puisse jouer les matchs ici sur place. Okay? Mais une fois qu'on a joué, on ne sent plus qu'il y ait une urgence. On sent que le stade s'est calmé, il y a des excuses qu'il y a un problème là-bas, régie des eaux et autres. Mais au final, nous, ce qu'on veut voir, c'est que le stade soit fin prêt. Exactement. Et accueillir un public. Et je pense que, voilà, et accueillir un public en toute sécurité. Et je pense que l'allure des travaux au niveau du stade des Martyrs rassure. Je prends votre inquiétude, je pense que c'est normal. Même moi, je m'inquiète parce que dans d'autres stades, on a ouvert au public, au stade des Martyrs. Non, c'est une inquiétude pour tout Congolais. Et je pense que sur ce point, les services des stades des Martyrs, aussi du ministre des Sports qui nous suivent, ils vont transmettre les messages moi qui pensais me rassurer d'avoir des infrastructures après les Jeux de la francophonie, mais je suis encore inquiet. Entre guillemets, les Jeux de la francophonie qui restent encore... Mais la construction, vous savez... Qui reste encore un discours politique. Je suis encore inquiet. Si la construction des stades dépend toujours du gouvernement congolais, avec la cartographie de notre gouvernement, avec les priorités et réalités de notre pays, je pense que ça sera très difficile. Vous êtes Congolais, mais le partenariat public, mais c'est ça. Le partenariat public-privé du stade Tata Raphaël, jusqu'aujourd'hui, n'a abouti à rien. Il faut qu'il y ait suivi dans tous ces dossiers. Je suis tout à fait d'accord qu'on puisse booster les choses pour que le stade des Martyrs soit ouvert au public. C'est le souhait de tout Congolais. Dans une métropole de 17 millions d'habitants, nous n'avons qu'un stade pour jouer au football. Mais ça, c'est un problème que nous décrions. L'État est responsable parce que l'État reste le seul sponsor. Mais il y a une urgence, Kankou. Il y a une urgence. Mais c'est ce que je dis. En fait, quand on regarde la chose au niveau interne, on a l'impression que ça va, on a le temps. L'urgence en football. Mais regardez ça de l'œil. Attends, tu as dit que tu es allé à Dar es Salaam. Ok.
quand tu reviens à Kinshasa, et dans une ville, Dar es Salaam, c'est une ville de combien d'habitants? Mais regarde les infrastructures. Mais aujourd'hui, à force de regarder avec un œil interne ce qui se passe au pays, on a l'impression que tout va bien. Tout est normal. Mais si tu prends... Mais attends, si tu prends... Vous avez des stades municipaux, si tu prends 2 secondes, si tu prends 2 secondes et tu regardes ça avec un œil, par exemple, d'Infantino, tu vas te rendre compte que il n'est pas normal que, permets-moi 2 secondes, que dans une ville de 17 millions d'habitants, tu n'aies qu'un stade pour la pratique du football et qui n'est même pas encore terminé et que tu joues certains matchs de championnat à Kourarampova ou à Oudjana. Et le stade Tata Raphaël, Dieu merci que le père Tata Raphaël avait quand même ces initiatives-là, on ne sait même pas si un jour ce stade sera terminé. Je pense qu'il y a vraiment urgence. Eddy, toi qui es quand même proche du ministre des Sports, à qui on dit quand même bonjour, il y a urgence, monsieur le ministre des Sports. Il y a urgence. La RDC n'a pas d'infrastructure. Il y a urgence. Et c'est normal. C'est impossible, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Sans tenir compte que les maquettes qu'on nous a présentées pour le jeu de la francophonie... On ne peut pas... le jeu de la francophonie est géré par un représentant au nom du président de la République. Je crois qu'il faut aller à la présidence pour chercher les informations. Mais non, mais je pense qu'à la lieu où on le c'est encore visible. C'est en RDC, c'est clair. Et moi qui me frottais les mains d'avoir des nouvelles infrastructures. Techniquement, c'est impossible. Il faudrait déjà qu'on arrive à dire aux Congolais que c'est pratiquement, techniquement impossible que les jeux puissent se tenir ici en République démocratique. Mais s'il faut se dire la vérité, s'il faut se dire la vérité en RDC, nous ne pouvons pas compter sur l'État congolais pour construire nos infrastructures. Parce qu'avec la guerre à l'Est, la situation, il y a des secteurs privilégiés par rapport à la construction d'un stade. Mais avec l'argent... Bien que ce soit une urgence. Eddy, je suis d'accord sur je vais dire quelque chose. Mais le cas de l'RDC... Je vais dire quelque chose ici, que ce soit vrai ou faux. Le secrétaire général au sport, un jour a dit, sur RTGA, j'y étais, à la radio, il a dit que l'État congolais donne 25 millions de dollars pour les sports en général, dont, je pense, 17 à 20 millions rien que pour le football. Oui. Si l'État congolais n'est pas en mesure de faire des infrastructures, mais sur 10 ans, quand vous prenez, par exemple, je vous donne un exemple, vous prenez 17 millions par an, sur 10 ans, ça fait 170 millions. Et il n'y a pas d'infrastructure. Mais l'État dépense mal son argent. L'État congolais dépense mal. L'État congolais finance les voyages à la place de financer la discipline. Vous allez comprendre que les équipes voyagent avec beaucoup d'argent de l'État parce que les 4 clubs engagés aux interclubs sont pris en charge par l'État congolais à tous les niveaux. J'espère que vous avez déjà eu l'occasion de le dire au ministre des Sports. Mais je pense qu'il faut maintenant renverser. Parce que l'argent qu'on donne aux équipes pour la participation, cet argent peut servir à financer la discipline. Parce que je vous dis, rien que la construction d'un palais de sport, c'est mettre pratiquement toutes les disciplines à caractère olympique, hormis le football à l'abri. Vous comprenez? Et l'État congolais dépense mal son argent. J'ai vu les équipes comme Vita Mazembe toucher des millions de dollars. Plus de 4 millions. Et vous êtes à 12 millions. À 12 millions, vous commencez une infrastructure sportive. Vous comprenez? Donc, je pense que l'État congolais, à travers les ministères des Sports, doit changer les priorités. On doit changer. Parce qu'aujourd'hui, mais le combat de ces présidents des clubs pour jouer les interclubs de la CAF, c'est parce qu'ils savent qu'il y a la manne de l'État. Et si on arrête, on ne finance pas pendant 2 saisons seulement, l'argent donné aux équipes, cet argent va servir à viabiliser l'infrastructure sportive en RDC. Je suis d'accord avec Miguel et l'État congolais dépense mal. On doit renverser les priorités. Mais aussi toutes ces disciplines. Vous avez une discipline expert en voyage à l'étranger, mais cette discipline n'est pas connue sur le plan local. Mais qui finance l'État? Mais c'est ça. L'État a le devoir. L'État a le devoir, le ministère a le devoir. Je pense qu'il dit aujourd'hui... Non. Quand vous avez... Eddy Kankou, vous avez une discipline qui n'a pas de ligue, qui est juste une équipe nationale, qui veut voyager, qui fait entrer les documents. Je crois qu'il y a des conseillers au niveau du ministère des Sports qui peuvent dire non, ils ne répondent pas aux normes, donc on ne peut pas financer cela parce que Matata Ponyo a eu à le faire. Il a bien dit, il va financer les équipes selon les performances. S'il n'y a pas de performance, on ne finance pas. Mais quand l'État accepte d'être complice, de financer
une discipline qui n'a qu'une équipe nationale et pas des ligues, qui n'est pas implantée à travers les ligues, l'État est complice. Bien entendu. Mais aujourd'hui, Eddy a quand même l'occasion de pouvoir le dire au ministre des Sports. C'est un travail qui doit être fait, c'est sur le plan des textes. Les ministres qui arrivent doivent pouvoir d'abord changer les textes pour changer la donne. Parce que si vous vous opposez à une réglementation qui existe. Et le ministre, en tant qu'individu, ne peut pas s'opposer à une réglementation. Plutôt demander au ministre de changer la réglementation pour donner la force à l'homme de s'opposer. La réglementation, elle est claire. Quelqu'un qui vit avec une équipe nationale, tant qu'il n'a pas de ligue, je vous informe. L'équipe nationale est obsolète. Mais je vous informe que le ministère des Sports a bloqué un voyage à Eric Nzambi. J'oublie encore sa fédération. Eric Nzambi voulait sortir pour une mission à l'extérieur. Son blocage était de ce niveau du ministère des Sports. Et je vois que vous allez comprendre que ces derniers temps, la plupart des disciplines qui reçoivent l'autorisation du ministère, c'est parmi les fédérations assises, bien que toutes ces fédérations doivent encore travailler pour la viabilité, la fiabilité. Et c'est parmi les missions du ministre des Sports actuel. Ça, je connais parce que nous avons eu à discuter dans la cellule avec les services de communication qui estiment qu'on doit d'abord commencer par le jeu congolais, faire la vulgarisation de la discipline sur le plan local avant de s'expatrier. Ouais. Rassurez-vous sur ce point. Je prends le cas que je connais. La fédération d'Eric Nzambi, son dossier est bloqué parce que les services du ministère ont estimé que la discipline doit d'abord s'implanter en RDC et qu'Nzambi a reçu les assurances du ministre des Sports pour dire, au lieu de voyager, je vais t'aider à implanter la discipline sur le plan local. Je crois que ça va venir. C'est un projet sur la table du ministre. Alors, on va parler des interclubs de la CAF. Nous avons Mazembe, nous avons Maniema Union. On se dit aujourd'hui, autant on parle de viabilité à travers les fédérations, les clubs de la RDC, on voit un tout petit peu que ça trébuche un tout petit peu avec Mazembe aujourd'hui en Coupe de la Confédération. Et déjà, ce week-end, ils joueront les matchs retour des barrages. On se dit, avec quel objectif pour les clubs congolais? C'est une spirale qui descend jusque dans nos clubs. Et c'est très dangereux parce qu'en fait, on se rend compte que s'il faut normaliser le football africain, il faut normaliser les fédérations, il faut normaliser les clubs. Et j'ai même l'impression que tous les sports au niveau national, ici, congolaise, doivent être normalisés. On se rend compte que c'est une spirale dans laquelle notre football est dedans. Et nos clubs, de toute façon, ne pouvaient que passer à la trappe. Aujourd'hui, nous avons un championnat qui est, en termes de matchs, très irrégulier. Donc, automatiquement, la compétitivité est beaucoup... La réalisation va nous aider avec les images de Mazembe également et de voilà. Maniema Union. Donc, la chance qu'on a, c'est d'avoir quand même Mazembe dans notre football. Parce que malgré que Mazembe peut avoir des contre-performances, mais ça reste Mazembe et ça reste quand même une publicité pour notre championnat. Mais pour le reste, quand vous regardez le DCMP qui voyage avec 16 éléments, je pense, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas automatiquement. L'adversaire est au courant de ce qui se passe. On essaye de jouer sur les faiblesses du DCMP et ça fait mal, ça fait 2-0 à l'extérieur. Vous avez Maniema Union qui n'est pas encore prête pour les compétitions des interclubs de la CAF, mais qui y est par rapport à sa force aujourd'hui au niveau local. Nous avons encore un problème. Les clubs jouent les matchs à la carte, donc ils décident de jouer aujourd'hui, de jouer 3 semaines après. Il y a des équipes qui jouent après 3 semaines, il y a des équipes qui ne veulent pas jouer tel match pour jouer la Coupe d'Afrique. Donc on sent qu'il y a un malaise général et nos clubs ne peuvent pas bénéficier de tout ce qui est positif pour pouvoir entamer les matchs des interclubs de la CAF. Et je pense qu'à un certain moment, il faut qu'on puisse remettre les pendules à l'heure, que ce soit dans les clubs, que ce soit chez l'organisateur du championnat, parce que c'est aussi une très mauvaise publicité aujourd'hui de voir que tous nos clubs passent à la trappe. Et en termes de message au monde extérieur, c'est vraiment un message très négatif. Eddy Kankou ? Bon, notre football est en train de donner son meilleure image technique, parce que sur le plan technique, il n'y a pas eu d'accompagnement. À un certain moment, la dynamique de l'environnement nous a accompagnés. Nous avons cru qu'on a le meilleur championnat du monde. Nous avions cru que
nous avons les meilleures équipes du monde, et parce qu'il y avait certains dirigeants de certaines équipes en politique qui finançaient. Or, en soi, la technique n'existait pas vraiment du côté de notre football, et ça, c'est ça maintenant. Parce qu'il n'y a plus tous ces parapluies. Nous devons maintenant, nous-mêmes, face à notre réalité, donner le meilleur de ce que nous savons. Il n'y a plus rien. Je crois qu'il faut recommencer le projet RDC, en commençant par la direction technique nationale. Moi, plutôt, bon, la CAF nous a ramené jusqu'au mois de juin-juillet. Je n'espère plus rien. J'attends la nouvelle équipe qui va s'installer du côté de la fédération. Et cette équipe aura une lourde mission de la refondation du football congolais. Je parle de la refondation du football parce que rien n'existe. En commençant par la direction technique nationale, en viabilisant les services de la fédération, parce qu'il y a des problèmes très, très sérieux au niveau de la fédération aujourd'hui. Et la marque qui sera imprimée au niveau de la direction technique nationale va donner le goût du côté de notre football. Notre football aura une identité au niveau de la base jusqu'au sommet. Et nos équipes seront fortes. Parce que je suis convaincu que la RDC a le potentiel pour aligner même 5 clubs au niveau des interclubs. Même 5. La RDC a le talent. Ce qui nous manque, c'est l'encadrement pour mettre ces talents en action, justement, rayonner. Et le football congolais va rayonner. Et celui qui prendra la présidence de la fédération demain, sache déjà que la tâche sera très difficile. Parce que nous sommes dans un monde où il y a WhatsApp, Facebook et Instagram. Tout ce qui se fait à la seconde et à la minute, c'est sur la place publique. Donc vous ne faites rien, il y a des observateurs. Nous sommes plus à l'époque où vous pouvez déplacer les élections de Kinshasa à Kindu. On ne va pas vous toucher. Nous ne sommes plus à cette époque. Et à la ligne à foot, rien ne se fait. Parce qu'on se regarde comme ennemis. Les uns battent campagne, le président est candidat, le vice-président est candidat. Le secrétaire est éliminé, il n'a plus le cœur à l'ouvrage, les documents sont signés même par les membres des commissions. Donc le football n'est pas géré. Et je pense que le président Chimanga, qui est rentré de la CAF, aujourd'hui, prendra des décisions pour cette commission parce que la nomination est à son pouvoir. Il peut nommer des hommes capables parce qu'aujourd'hui, la Ligue foot n'est plus gérée parce que tout le monde va le convaincre les électeurs. Bon, comme les élections sont renvoyés au juin-juillet. Espérons que les gens vont se mettre autour d'une même table pour justement maintenant parler question football. Parce que ça devient très compliqué. Parler football, grand merci Miguel Matinungina. C'est un réel plaisir de partager ce moment d'échange avec vous. Merci également à Eddy Kankou. Dans l'espoir justement que les avertis et les décideurs vont prendre à cœur tout ce qui se dit ici sur ce plateau et le mettre en application justement pour le développement du football en République démocratique du Congo. Vous l'avez dit, c'est le sport roi en Afrique et partout d'ailleurs dans le monde. Dont le football traîne énormément de monde et c'est, comme on le dit, hein, c'est de la haute mafia, le business à un très haut niveau. Donc il faudrait à ce que les choses puissent être très bien organisées. On le rappelle, la RDC doit tirer son épingle du jeu, c'est-à-dire n'est pas aller pour faire des courbettes et tout accepter de ce que va dire la FIFA ou la CAF, arriver à réfléchir, à faire des propositions qui pourront aider la République démocratique du Congo, du moins son football à aller de l'avant. Grand merci à vous, grand merci à la prise de vue avec Arsène. Et bien, grand merci également à l'équipe technique de l'autre côté de la régie. On se retrouve déjà le week-end prochain avec le même plaisir.